Le docteur Éric Pantera est avec nous pour parler justement de cette machine, j'ai envie de dire machine, particulière, mais qui va effectivement révolutionner le rapport à la marche. C'est presque biblique, je ne veux pas faire de vilain jeu de mots, mais c'est un rêve quelque part qu'a voulu la société Van der Kraft, dont parlait le président d'Apage il y a un instant. Lève-toi et marche. Moi, je parle de l'exosquelette, ce qui est une sorte de carapace de métal dans laquelle on entre et qui nous permet de nous mettre debout et de marcher. On va voir des images de l'exosquelette pendant que vous parlez. Racontez-nous, docteur. Alors effectivement, cet exosquelette, c'est un dispositif médical qui permet, en restant non invasif, de pouvoir restituer des fonctions motrices. Alors aujourd'hui, on est toujours dans le cadre, bien sûr, d'un prototype. Il faut savoir qu'il existe 9 exosquelettes au monde aujourd'hui. 9 au monde, il y en a un à Pionça, en Auvergne. 9 prototypes, si vous voulez, au monde, donc d'autres qui sont déjà commercialisés. La différence, du coup, sur celui-ci, c'est que c'est le premier exosquelette autonome au niveau de la stabilité, à la fois dans le plan antéro-postérieur et dans le plan latéral. C'est-à-dire que c'est le premier exosquelette qui permet d'avoir une marche autonome sans aide technique. Donc le patient peut marcher en ayant ses membres supérieurs libérés. Alors on va le voir là justement, c'est Jordan qui s'est prêté au jeu des caméras et qui a accepté d'être filmé pour l'occasion. Et là en fait il se lève tout seul. Alors là, effectivement, on voit le transfert déjà du patient de son fauteuil dans l'exosquelette. Ensuite, le patient est porteur, comme on peut le voir, d'un gilet avec un capteur gyroscopique qui est situé du coup au niveau du rachis thoracique. Et le fait de faire une antépulsion du coup du tronc, ça va permettre de contrôler du coup l'exosquelette. Il y a également une télécommande qu'on peut voir qui est située dans sa main droite qui permet de changer de mode. Donc on va avoir un mode transfert initialement pour pouvoir passer de la position... Qui nous dit bonjour Jordan. On l'a vu, au niveau de la position du coup assis et la position debout, puis de passer en mode équilibre du coup statique, équilibre dynamique, puis en mode marche. Pourquoi 2 infirmiers à côté de lui et donc ce vérin au-dessus de sa tête ou derrière sa tête? Alors là c'est donc un service de rééducation, donc on a habituellement un prof papa, un ergothérapeute ou un kinésithérapeute qui réalise les séances. On est simplement en maintien. Dans le cadre de l'étude, on fait sous couvert d'un rail, tout simplement, en cas pour éviter toute chute liée à l'exosquelette. Là, c'est bien dans le cadre de l'étude. C'est dans le cadre de l'étude. Sinon, bien entendu, l'exosquelette sera en capacité de marcher seul, sans personne, du coup, autour actuellement. Une question que je vous pose et que je posais tout à l'heure à votre confrère, le docteur Ketting-Hart, par rapport à la prothèse bionique. Est-ce que ce type de prothèse, au sens de technologie, tous les patients peuvent en bénéficier, ou là aussi, comme votre confrère a répondu, il y a un profil de patient? Alors là, on a plusieurs profils de patients. Là, dans le cadre de notre étude clinique actuellement, on est uniquement sur des patients paraplégiques, avec un score ASIA jusqu'en T6, donc c'est classification internationale des pathologies médulaires. On reste jusqu'en niveau T6, puisqu'on a, comme je vous l'ai expliqué, la nécessité d'avoir une antépulsion au niveau du tronc. Donc il faut avoir une capacité motrice pour pouvoir réaliser cela. Ça, c'est dans le cadre des patients paraplégiques. L'interface de commande aujourd'hui se fait par l'intermédiaire du gilet. On est également du coup dans le cadre de recherche, dans le cadre d'une interface cerveau-machine qui est réalisée avec un contrôle également par la pensée de l'exosquelette, mais pour l'instant en utilisant des casques de EEG. Que faites-vous là, à cet instant? Vous mettez des capteurs sur les jambes et les bras de Jordan. Donc là, dans le cadre de l'étude clinique, on analyse effectivement les paramètres temporospatiaux de marche. Là, les capteurs sont mis également en place pour permettre de vérifier les amplitudes articulaires du patient à l'intérieur de l'exosquelette. Parce qu'on connaît bien sûr les amplitudes de l'exosquelette par les butées mécaniques, mais on ne connaît pas forcément donc les amplitudes du patient à l'intérieur. Donc on fait une analyse quantifiée de la marche avec une reconstruction du coup en 3D et ça nous permet d'avoir l'ensemble du coup des paramètres importants de marche. Et puis tout d'un coup, il y a sur un tapis roulant donc la marche qui est générée au rythme que souhaite Jordan, le patient, et puis des images qui apparaissent. Entre nous, je vous offrirai des images de vue d'Auvergne, parce que alors. Ça, c'est voilà. Je vous offrirai des images de vidéo, docteur, promis. Avec plaisir. Je vous taquine. Racontez-nous ce qui est en train de se passer. Là, simplement, on fait du coup l'analyse de la marche dans le laboratoire d'analyse quantifiée du mouvement, où on est effectivement immergé en réalité virtuelle. Et ça permet d'avoir l'ensemble des éléments, je disais, temporospatiaux de marche, plus les amplitudes articulaires. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, personnellement, en travaillant, en vous étant spécialisé sur cette technologie?
Là, il y a deux choses. C'est ce que je disais tout à l'heure pour revenir à votre première question sur le profil des patients. Là, on a un premier profil de patients pour l'instant dans le cadre de l'étude, ce sont des patients paraplégiques. Donc là, pour moi, à mon sens, on n'a pas d'intérêt rééducatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas améliorer le patient, mais on a un intérêt réadaptatif. Donc de réinclusion, on a parlé effectivement de société inclusive, c'est le cas. Ensuite, on a une deuxième population possible de patients qui vont être des patients plutôt hémiplégiques après un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, la question de se poser, c'est si on met ces patients hémiplégiques dans l'exosquelette, est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir un intérêt rééducatif, c'est-à-dire est-ce qu'on va améliorer du coup la récupération motrice et donc la plasticité cérébrale. Donc ça va être le cas d'une autre étude clinique qu'on aimerait bien débuter du coup en 2020. Une dernière question. Je connais la réponse parce que je l'ai posée à Jordan, mais je voudrais que vous nous donniez la réponse. Est-ce qu'il sent quelque chose, Jordan? Parce que à la fin de la séquence, je suis allé vers lui et il m'a dit « je suis très fatigué ». Est-ce qu'il sent quelque chose? Au niveau Est-ce qu'il sent quelque chose quand justement l'exosquelette se met en route, se met en marche et lui permet d'avancer? Alors en sensation neurologique, non, parce qu'il n'a pas du coup de sensibilité ni de motricité à partir d'un niveau lésionnel. Après, effectivement, la marche peut induire néanmoins des douleurs, notamment du coup musculaires. Donc on peut ressentir du coup ce genre de choses. Après, l'avantage qu'on a aussi, ce qui est difficile pour une personne paraplégique, c'est justement qu'on ait une absence de biofeedback, c'est-à-dire à la marche, qu'on n'ait pas de retour. Ça aussi, on est en train d'essayer de l'étudier en se posant du coup des questions, c'est-à-dire qu'au moment où on va poser l'exosquelette va poser le pied au sol, il faut qu'on ait un retour sensitif pour le patient. Ça peut être un son, ça peut être une vibration, ça peut être différents éléments pour permettre justement de pouvoir savoir où sont les membres inférieurs dans le mouvement. Puisqu'aujourd'hui, cette sensibilité-là, le patient ne l'a pas. Merci. 9 prototypes au monde, 1 ici en Auvergne et en Bourbonnais, donc à Pionça. Merci beaucoup. Je crois là aussi que des applaudissements se méritent. Merci beaucoup.